y a aussi quelques conditions. Premièrement, ce n'est pas tous les bailleurs qui acceptent ça. Ça, c'est un. Et de deux, il faut faire attention à la zone. Tu ne dois pas prendre n'importe quelle zone. Quand tu veux louer ce genre d'appartement, tu dois louer cet appartement. Ça ne doit pas être loin de l'université, loin de l'école technique ou bien de l'école de formation. Ça ne doit pas être loin d'une école professionnelle et tout. Bref, tu dois choisir l'appartement en fonction des écoles qui sont autour, parce que la stratégie c'est pour les étudiants. Donc si tu pas choisir un appartement qui est loin de l'université, loin de l'école technique et tout, tu auras des sérieux problèmes à trouver les locataires. Ça ne sert à rien de louer et puis finalement tu n'as pas les étudiants à l'intérieur. C'est toi qui es le locataire, le bailleur, c'est toi que le bailleur connaît. Donc premièrement, il faut bien étudier la zone, il faut bien étudier l'appartement, la position géographique de l'appartement. Deuxièmement, c'est pas tous les bailleurs qui acceptent ça. Et de trois, il faut savoir que comme il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui aiment bien employer l'expression « tu dors ton argent de travail », dans ce cas-ci, dans cette stratégie, tu ne dors pas. Tu vas être actif parce que généralement, quand un étudiant prend une chambre, c'est pour 3 ans, 4 ans. Après 3 ans, il faut trouver un autre locataire. Donc, il y a un peu plus de mouvement dans ton appartement. Donc, tu vas travailler. Et s'il y a un petit problème, tu dois résoudre. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux également me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Voilà, je parle également de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Ça veut dire que je peux également, n'est-ce pas, tailler une formation à ta mesure en fonction de ta disponibilité, en fonction de ton temps, n'est-ce pas, pour que tu puisses te lancer dans l'investissement immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, je peux également te donner un coup de main, je peux t'apporter quelques astuces. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'investissement immobilier. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'il est possible d'investir dans l'immobilier, qu'il est possible de devenir investisseur immobilier sans toutefois être propriétaire. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, il est possible de devenir investisseur immobilier, il est possible d'investir dans l'immobilier sans toutefois être propriétaire. J'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui quelques éléments, n'est-ce pas, qui me permettent de déclarer, n'est-ce pas, qu'il est possible de devenir investisseur immobilier sans toutefois être propriétaire. Voilà, avant de commencer, oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord énumérer quelques points ici, là. Je vais lister quelques conditions pour devenir investisseur immobilier. Pour être propriétaire immobilier pour ceux qui sont en Allemagne et ceux qui sont dans la zone euro, et je vais beaucoup plus parler de la zone que je maîtrise, c'est-à-dire l'Allemagne. Bon, pour ceux qui sont en France, en Belgique, dans les autres pays et tout, les conditions sont plus ou moins les mêmes, juste que, bon, en fonction de chaque pays, il y a des ajustements. Et je vais beaucoup plus parler de l'investissement immobilier en Allemagne. Et pour ceux qui me suivent dans cette chaîne, savent que la plupart des temps, je fais des vidéos sur l'investissement immobilier en Allemagne, puisque c'est là où je suis actif, je m'y connais. Donc, je parle exactement de ce que je maîtrise. Voilà, donc pour acquérir un bien immobilier en Allemagne, il y a plusieurs conditions à remplir. Premièrement, tu dois avoir un contrat de travail indéterminé, c'est-à-dire que tu dois avoir un CDI.
tu dois avoir déjà fini avec ta période d'essai. Dans certains films, c'est 3 mois, dans d'autres films, c'est 6 mois. Et tu dois avoir un séjour illimité ou alors tu dois avoir la nationalité allemande, c'est très important. Et en dehors de ça, la plupart des banques aimeraient bien que tu aies ce qu'on appelle un apport personnel. Et cet apport personnel-là, ça peut être pour couvrir les frais supplémentaires pour l'acquisition. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si un bien coûte par exemple 100 000 euros et que les frais supplémentaires pour l'acquisition en fonction de l'état où tu es, ça peut varier entre 8 à 15%. Pour les frais supplémentaires, on va donc tenir compte de 10%. Donc, certaines banques exigent que tu viennes avec 10% du prix d'achat, c'est-à-dire pour couvrir les frais supplémentaires pour l'acquisition, on sera donc à 10 000 euros si le bien coûte 100 000 euros. Donc, il y a certaines banques qui veulent que tu poses donc les 10% sur la table. Donc, ça veut dire qu'au préalable, tu dois avoir déjà épargné un certain montant. Ça veut dire que quoi, pour investir dans l'immobilier, il faut déjà avoir un capital. Et pour un bien de 100 000 euros, tu dois avoir au moins un 10 000 euros que tu as déjà mis de côté. Bon, il y a également une autre condition. Il y a plusieurs personnes qui arrivent en Occident, en Europe, en Allemagne, ils prennent des crédits sans comprendre ce qu'ils font et tout. Il faut éviter au maximum les crédits à la consommation parce que certaines banques, lorsque tu as déjà les crédits à la consommation, ils ont des difficultés pour t'accompagner. Et il y a certaines personnes qui signent des contrats par-ci, par-là, qui partent acheter les appareils électriques et tout dans les magasins spécialisés. Ils prennent à crédit et tout. Tout ça là, ça salit ta solvabilité. Et qu'est-ce que c'est la solvabilité? La solvabilité n'est rien d'autre que ta crédibilité. Donc, la banque interroge ta crédibilité, ta solvabilité pour déterminer si tu es bancable. C'est à partir de là que la banque peut décider si elle peut t'accompagner dans un quelconque projet ou bien dans un quelconque investissement immobilier. Donc, là, les crédits à la consommation, il faut éviter. Et bon, pour les montants qui sont quand même bas, c'est-à-dire 10, 15 000 euros, 20 000 euros, c'est encore gérable. Mais quand les crédits à la consommation dépassent déjà 20 000 euros, ça devient difficile. Tu es déjà dans une zone rouge où tu auras les difficultés. Il y aura plusieurs banques qui auront les difficultés pour t'accompagner. Donc, voilà à peu près toutes les conditions que tu dois remplir pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Et ces conditions-là, c'est pas tout le monde qui peut les remplir. Ce n'est pas à la portée de tous. Donc, voilà, plusieurs personnes n'arrivent donc pas à investir dans l'immobilier. Ils veulent bien, ils ont même parfois la connaissance, mais ils n'ont pas la solvabilité ou alors ils ne remplissent pas toutes les conditions qui peuvent leur permettre d'acquérir un bien immobilier. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a d'autres stratégies. Donc, je vais parler donc de ces stratégies dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, en fait, il est possible d'investir dans l'immobilier sans toutefois être propriétaire. Comment faire donc pour investir dans l'immobilier sans toutefois être propriétaire? C'est très simple. Tu dois repérer une ville où tu as au moins, disons, 20 000 habitants, 30 000 habitants, une ville où il y a au moins une université, ou bien il y a une école technique, ou alors plusieurs centres de formation. Alors, tu repères un appart, tu repères cette ville. Une fois que tu as repéré la ville, tu essaies de faire des recherches sur la ville. La ville doit naturellement être aussi, je vais dire qu'une ville abordable. Tu ne dois pas aller chercher, par exemple, un appartement à Munich ou bien à Francfort, dans des grandes villes, surtout si c'est ton premier investissement. Alors, parce qu'ici, il n'est pas question d'acheter un bien immobilier, ici, il est question d'être locataire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu repères dans la ville. Une fois que tu as étudié la ville et il n'y a pas, voilà, le taux de chômage n'est pas trop élevé, il n'y a pas de criminalité et tout, il y a au moins une université, il y a une école technique, il y a un centre de formation. Tu repères la ville. Une fois que tu as fait l'étude de la ville, tu as bien analysé le site, voilà, la région ou alors la zone où tu vas investir. Une fois que tu as fait ce travail, tu peux maintenant chercher le bien. Tu peux chercher un appartement, disons un appartement à 4 pièces que tu peux louer par exemple à 800 euros. Oui, c'est possible. Dans une ville de 20 000, 30 000 habitants où il y a au moins une université et tout, tu peux trouver un appartement de 80 mètres carrés à 800 euros. Si on passe sur la base de 10 euros par mètre carré, ça c'est le loyer sans charge. Maintenant, il y a les charges qu'on va peut-être considérer à 2 euros le mètre carré. Si c'est 80 mètres carrés, on a 160 euros. On arrondit ça à 200 euros. Ça veut dire que quoi? Les charges de la maison, c'est-à-dire chauffage, électricité, tous ces petits trucs et tout, tu te retrouves à 200 euros. On est à 200 euros comme charge, plus 800 euros. On sera donc à 1000 euros voilà, 1000 euros de loyer. En fait, tu es locataire, tu viens louer un appartement de 4 pièces à 1000 euros. Ce que tu vas faire, il te faut quand même un certain montant aussi, je vais dire, où tu vas meubler l'appartement. Tu vas meubler l'appartement pour les étudiants. Et comment pour meubler l'appartement pour les étudiants, en fait, c'est un appartement à 4 pièces.
4 pièces, ça veut dire que tu peux meubler 4 chambres pour les étudiants. Ça veut dire que ta stratégie, c'est seulement mettre à la disposition des étudiants. Ça te fait donc 4 chambres, 4 étudiants. Oui, tu meubles. Et quand je parle de meubler ici, je parle d'un simple lit, je parle de, voilà, d'un simple matelas, d'un armoire, ça n'a pas besoin d'être grand. Et puis, une table d'études et une chaise, c'est suffisant pour un étudiant. Tu fais ça dans les quatre pièces, dans les quatre pièces de l'appartement. Et puis, tu équipes la cuisine. Tu dois seulement t'arranger à ce qu'ils aient, n'est-ce pas, un endroit commun ou dans la cuisine, dont tu explores la cuisine pour faire cet endroit commun là. Et généralement, dans les appartements 4 pièces, généralement, il y a une douche et un petit WC. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont presque 2 douches. Donc, pour 4 personnes, c'est largement suffisant. Ils vont s'en sortir avec. Parce que moi-même, quand j'étais étudiant, on était 14 voilà, on était 14 qui utilisaient 2 douches. Donc, 7 personnes par douche. Et nous avons vécu comme ça. J'ai vécu comme ça 4-5 ans. Je n'ai pas eu de problème. Donc, du coup, tu fais donc comme ça. Tu meubles l'appartement comme ça. Et pour 4 étudiants, tu pourras donc exiger 350 € par étudiant, fois 4, tu seras à 1400 €. Puisque tu dépenses donc pour cet appartement par mois 1000 €, tu auras donc un cash flow de 400 € par appartement. 400 € par appartement. Si tu réussis à faire comme ça 5 appartements, ça te fait 2000 € que tu as comme cash flow par mois. Donc pour 5 appartements, tu as 2000 € de cash flow. Je pense que c'est excellent. Pourtant, tu n'es pas propriétaire, tu es juste locataire. Donc, cette stratégie est extraordinaire. Tu n'es pas obligé de faire 4 pièces. Tu peux trouver également un appartement de 3 pièces. On peut trouver les appartements un peu de partout de 3 pièces. Donc, avec un appartement de 3 pièces, tu peux faire la même chose. Tu ne vas pas louer à 800 €. Tu vas peut-être louer à, disons, 500 €. 500 € et tu as 200 € voilà, 200 € pour les charges, tu seras à 700 €. Et puis, tu prends 350 € aux étudiants, ça te fait 1050 €. Tu fais 350 € de cash flow par appartement par mois. Donc, si tu fais 350 € par appartement et que tu as comme ça 5 appartements, tu es autour de 1500, 1700, presque 1750 € de cash flow par mois. Ça, c'est quelque chose que tu fais en parallèle. Il y a certains travailleurs ici qui se lèvent le matin. Ils se lèvent le matin, ils vont travailler du 1er au 31. Et ils travaillent 40 heures la semaine pour avoir les 750 €. Or, toi, tu fais ça en parallèle. Donc, c'est une très bonne stratégie. Que ce soit un appartement 3 pièces, que ce soit un appartement 4 pièces, tu peux implémenter cette stratégie-là. Là, tu as moins de risques et tu n'es pas propriétaire, tu n'as pas besoin de prendre un crédit à la banque et tout, et tu as ton cash flow. Mais maintenant, il faut faire attention. Déjà, il y a quelques problèmes qu'il faut également mentionner parce que quand j'ai fini de dire ça, c'est pas comme si tu vas te lever le matin et puis tu vas faire ça comme ça. Non, il y a aussi quelques conditions. Premièrement, ce n'est pas tous les bailleurs qui acceptent ça. Ça, c'est un. Et de 2, il faut faire attention à la zone. Tu ne dois pas prendre n'importe quelle zone. Quand tu veux louer ce genre d'appartement, tu dois louer cet appartement. Ça ne doit pas être loin de l'université, loin de l'école technique ou bien de l'école de formation. Ça ne doit pas être loin d'une école professionnelle et tout. Bref, tu dois choisir l'appartement en fonction des écoles qui sont autour parce que la stratégie, c'est pour les étudiants. Donc, si tu pas choisir un appartement qui est loin de l'université, loin de l'école technique et tout, tu auras des sérieux problèmes à trouver les locataires. Ça ne sert à rien de louer et puis finalement, tu n'as pas les étudiants à l'intérieur. C'est toi qui es le locataire, le bailleur. C'est toi que le bailleur connaît. Donc, premièrement, il faut bien étudier la zone, il faut bien étudier l'appartement, la position géographique de l'appartement. Deuxièmement, ce n'est pas tous les bailleurs qui acceptent ça. Et de 3, il faut savoir que comme il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui aiment bien employer l'expression « tu dors ton argent de travail ». Dans ce cas-ci, dans cette stratégie, tu ne dors pas. Tu vas être actif parce que généralement, quand un étudiant prend une chambre, c'est pour 3 ans, 4 ans. Après 3 ans, il faut trouver un autre locataire. Donc, il y a un peu plus de mouvement dans ton appartement. Donc, tu vas travailler. Et s'il y a un petit problème, tu dois résoudre
Oui, parce que tu mets tu mets les chambres à la disposition des étudiants qui sont déjà meublés. Ils viennent seulement avec leurs documents. Donc, du coup, s'il y a un problème, tu vas devoir résoudre. Et j'oubliais, la cuisine, tu dois aussi équiper. Parce que quand les étudiants viennent, ils ne viennent pas avec la cuisine. Tu dois équiper la cuisine comme ils auront donc la possibilité de faire leur repas et tout le reste avec un frigo aussi. Donc, ça entre donc dans les meubles dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà à peu près comment tu peux faire. Et j'oubliais aussi un élément. Il faut faire extrêmement attention parce que il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont pas sérieux et ils peuvent aussi entrer, ils ne payent pas ton loyer. Donc, tu dois également faire attention. S'il y a la possibilité d'avoir un garant, il faut pas manquer de l'intégrer dans tes contrats de bail. Et encore un conseil, dans ce genre de stratégie, il faudrait que chaque étudiant ait son contrat. Il ne faut pas qu'il y ait un contrat. Il ne faudrait pas qu'il y ait un contrat et les autres sont comme des sous-locataires. Non, tu as un contrat de bail avec ton bailleur et puis avec tes locataires, tu fais aussi un contrat. Et comme je disais, tu dois dire à ton bailleur exactement ce que tu es en train de faire parce que tous les bailleurs n'acceptent pas ça. Parfois, ils se protègent dans leur contrat de bail. Donc, il faut faire extrêmement attention. J'ai eu le même problème avec un client qui allait acheter un appartement dans un endroit, mais cette fois-ci, il n'était pas locataire, il achetait le bien dans un endroit un peu reculé à l'est et tout. Je vais taire la ville, et c'est à l'est de l'Allemagne. Alors, il a acheté, c'était un appartement T3 à 3 pièces. Alors, il a acheté, sa stratégie de départ, n'est-ce pas, c'était pour une famille normale, un couple normal avec 1 ou 2 enfants et tout. Mais ça a traîné. Il a fait, quoi, 8 mois sans trouver le locataire, bien il ait rénové et tout. Donc, il m'a donc contacté, il ne savait plus trop quoi faire. Bon, avec les contacts que j'avais, je lui ai donné voilà, j'ai contacté un agent immobilier qui l'a accompagné dans la recherche du locataire et tout. 4 mois plus tard, ils n'ont pas trouvé. Donc, il a fait 1 an, il n'a pas trouvé le locataire. Alors, on s'est assis, on a réfléchi sur une stratégie. Oui, l'université dans la ville était voilà un peu loin, mais c'était encore faisable et tout. Je crois que c'était à vélo, c'était à 20 minutes. À 20 minutes de l'immeuble. Donc, du coup, on a donc implémenté la stratégie des chambres pour les étudiants. C'était un truc T3, donc avec 2 chambres et un salon, et la cuisine était séparée et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé ça pour les étudiants, on a meublé et tout. Et je crois on a pris 6 mois pour meubler tout ça. Et après, on a pris donc 2 mois pour chercher les locataires et tout. Au départ, je crois, la première année, après qu'il ait meublé, il y a 2 étudiants dans l'appartement. Et aujourd'hui, tous les 3 chambres sont occupées par les étudiants. Il y a même déjà eu un mouvement. C'est un truc qui date de quoi? De 3 ans, un truc comme ça. Il y a un mouvement et finalement l'appartement est devenu l'appartement des étudiants. Si bien que il y a des références. Quand il y a quelqu'un qui sort, il y a déjà un remplaçant et tout. Je veux dire, il y a même un étudiant qui était venu pour 1 an. Après, il a quitté la ville directement. En quittant, il a mis une connaissance à l'intérieur. Donc, voilà qu'il a transformé son appartement en un appartement et en plusieurs chambres pour les étudiants. Donc, c'est une stratégie très intéressante. Donc, voilà, si tu as, n'est-ce pas, les moyens d'acheter l'appartement, tu peux l'acheter et puis tu découpes, tu meubles pour les étudiants. Ça, c'est pas un problème. Si tu n'as pas les moyens, si tu ne remplis pas toutes les conditions que j'ai citées dans cette vidéo, voilà, tu peux également être locataire et mettre les chambres à la disposition des étudiants et tu te fais ton cash flow. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu fais bien avec tes 400 € de cash flow par appartement, si tu as comme ça 5 appartements, ça te fait 2000 € par mois que tu peux avoir en parallèle avec ton job. Et c'est ça que j'ai dit tout le temps dans mes vidéos. Il faut tout faire pour n'est-ce pas, pour avoir plusieurs sources de revenus. C'est très important. Donc, voilà quelques stratégies. Voilà une stratégie que tu peux implémenter si tu ne veux pas être propriétaire. Et tiens compte des risques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas, voilà, ça ne va pas rouler comme le train sur les rails. Non, non, ça ne va pas, ça sera pas. Il y a beaucoup de travail. Et il faut tenir compte de tous ces risques que j'ai cités. Il faut tenir compte de tous ces problèmes que tu peux avoir. Mais sinon, c'est un investissement
rentable. Il faut seulement éviter de faire de ces chambres quelque chose de commercial où tu vas installer peut-être une machine à laver, demander aux étudiants de payer. Sinon, tu vas tomber, tu vas te voir en train de payer les impôts comme si tu étais une entreprise. C'est très important. Il faut faire très attention. Tu vas payer ce qu'on appelle en allemand les Gewerbesteuer. Ce sont les impôts sur les impôts sur les entreprises. Un truc comme ça. Je ne connais pas très bien la traduction en français, mais il faut faire extrêmement attention de ne pas tomber dans un truc commercial. Donc, voilà ce que j'avais à dire donc, par rapport à cette stratégie. Voilà, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.